Et c'est parti. Alors, bonjour à toutes et tous, Laurent Bizien, chargé de mission efficience et développement durable à l'AMA. Bienvenue à la semaine digitale de l'efficacité et transition énergétique, donc ETE en région Pays de la Loire. Nous allons aujourd'hui s'entretenir pendant une heure et demie sur cette journée numéro 2 d'une série de 5 webinaires. Aujourd'hui, nous allons parler précisément du fonctionnement du dispositif ETE, sachant que hier, nous avons pu commencer la journée avec une présentation des acteurs du dispositif ETE. Quelques consignes sur la visio. Donc, ce webinaire vient d'être enregistré. Lorsque vous n'intervenez pas, coupez s'il vous plaît votre micro. Pour limiter l'empreinte numérique et le constat d'une mauvaise connexion, coupez la caméra s'il vous plaît. Pour les échanges questions, priorisez s'il vous plaît la fonction de chat. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez vous identifier avec nom, prénom, structure depuis votre vignette en cliquant sur les 3 petits points pour qu'on puisse vous identifier notamment dans le chat. Alors, sur cette semaine, nous sommes au temps numéro 2, donc fonctionnement du dispositif EDE. Demain, nous aurons le dispositif éco-énergie tertiaire en présentation, notamment sur le cadre national. Le temps numéro 4, ce sera jeudi avec les aides financières et l'offre du service du dispositif ETE de façon complète. Nous serons vendredi, toujours sur un créneau 11h, 12h30, sachant qu'hier, nous avons commencé avec l'introduction de la semaine ETE, efficacité et transition énergétique, et des acteurs qui sont nombreux encore aujourd'hui. Merci à toutes et tous d'être connectés. Merci aux intervenants et intervenantes de la journée. Nous allons commencer sur ce point, fonctionnement du dispositif en plusieurs temps, les spécificités ETE en Pays de la Loire, le schéma régional de l'ETE, 2 retours d'expérience territoriaux avec le département de la Sarthe et celui de la Mayenne. Et ensuite, nous aurons un temps d'échange, questions-réponses avant de conclure aux alentours de 12h30. Les personnes qui interviennent aujourd'hui, Yoann Lelout, chargé de mission MAP, qui est le conseiller en énergie partagée, CEP, jusqu'au 31 mai 2021, Laurent Bizien, donc moi-même, chargé de mission efficience développement durable, Bernard Prudhomme-Lacroix, coordinateur de la mission investissement immobilier à la RSP de la Loire, Amaury Fievez, chargé de mission de la FNCCR sur le programme ACTE. Nous avons Yannick Beaujard, chargé de mission transition énergétique du conseil départemental 72 à Tessart. Samuel Virfollet nous rejoint également sur du CH Le Mans, directeur des services techniques. Sur le territoire Mayenne, nous aurons Gustavo Lete Pinto, chargé de mission maîtrise de l'énergie au territoire d'énergie Mayenne. Émile Molodo, responsable de la transition énergétique, toujours au thème territoire d'énergie Mayenne. Et Julien Evrard, direction travaux énergie du CH Laval pour le compte du groupement hospitalier territoire GHT 53. Quelques mots sur les inscriptions. Donc 90 inscriptions, c'est le rappel d'hier pour dire qu'on a un panache de personnes inscrites sur l'ensemble des 5 webinaires, une catégorie d'établissements représentatifs des centres hospitaliers, des établissements sanitaires médico-sociaux, à la fois des personnes âgées et aussi porteuses d'un handicap, et puis d'autres institutions notamment. La répartition de tout statut, puisque la MAP, je le rappelle, comme on a pu le dire hier, travaille pour l'ensemble des établissements sanitaires et médico-sociaux, tous statuts juridiques confondus, public, privé non lucratif et privé lucratif. Donc 290 personnes inscrites. Sur les inscriptions, pour vous dire qu'il y a grosso modo la moitié des personnes qui se sont inscrites sur les webinaires qui se disent pas forcément connaître ni le dispositif CEP, ni la base documentaire de l'efficacité et transition énergétique, ni les acteurs territoriaux, ni les dispositifs éco-énergie tertiaire, ni les aides financières. Bref, il y a à savoir qu'on peut encore apprendre sur ce dispositif ETE pour que nous soyons ensuite enclins à mettre en place les actions d'efficacité et transition énergétique avec une base de connaissances notable. Le glossaire que vous aurez à disposition, j'y reviens pas, il y a beaucoup d'acronymes, hein, c'est pas forcément simple de s'y retrouver dans le domaine de la santé et de l'énergie. Nous avons à cœur de vous expliciter le plus possible ces acronymes. Vous pouvez bien sûr vous y référer dès que vous en avez le besoin. Hier, nous avons pu voir, pour rappel, l'organisation avant-après, c'est-à-dire que sur la gauche de votre écran, vous avez le dispositif CEP, conseiller en énergie partagée, cofinancé ARS Pays de la Loire, ADEME Pays de la Loire, c'est-à-dire que c'est un ETP pour 1633 établissements, dispositif de CEP, et nous allons progressivement, dans très peu de temps, passer sur le dispositif ETE, donc efficacité transition énergétique, avec un nouvel acteur, donc un cofinanceur, la FNCCR, représentée aujourd'hui par Amaury Fievez, et puis la RS Pays de la Loire qui nous soutient depuis le début, avec un passage d'un ETP pour 1633 structures à 7 ETP,
pour 1633 structures, mais également avec une répartition territoriale, avec un profil nouveau de métier, le profil d'économe de flux. Nous savons que cette organisation va courir de juin 2021 à décembre 2023, tout de suite la question, et après 2023, sachez qu'on construit l'après, le projet est en cours. Je vais passer la parole à chaque fois donc, en phase de transition. Là, je vais laisser la parole à Amaury Fievez de la FNCCR, et puis n'hésitez pas, Amaury, à nous dire quand il faut défiler les différentes slides. Oui, merci Laurent. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je travaille au sein du programme ACTE à la FNCCR et également donc sur le projet de convention pensée que nous avons mis en place dans les régions Pays de la Loire et Nouvelle-Aquitaine. Quelques mots avant de commencer sur justement la FNCCR. Donc, qui sommes-nous? La Fédération nationale des collectivités concédantes et régies. Donc, nous sommes une fédération de collectivités entièrement financée et gouvernée par les collectivités. Nous avons plus de 850 collectivités adhérentes, ce qui nous permet de toucher environ 60 millions d'habitants. On offre plusieurs services, les services en réseau, énergie, gaz, chaleur et froid, ENR, MDE, eau et assainissement, numérique, économie circulaire. Plusieurs prestations, dont notamment la représentation au niveau des élus, un rôle d'animation, de formation et d'information et de conseil. Au sein de la FNCCR, donc sur la diapositive suivante, on verra nous portons depuis un peu plus de 2 ans le programme ACTE, donc ACTE pour Action des collectivités territoriales pour l'efficacité énergétique, qui est un programme avec les mécanismes de C2E, les certificats d'économie d'énergie, de près de 100 millions d'euros, qui est à destination des collectivités et porté donc par notre fédération de collectivités. Globalement, l'objectif de ce programme est d'initier sur les territoires des dynamiques de rénovation énergétique sur les bâtiments publics, en vue notamment du décret tertiaire, donc qui impose des réductions de consommation d'énergie de moins 40% en 2030, moins 50% en 2040 et moins 60% en 2050. On a des piliers globalement des axes philosophiques un petit peu qui sont la mutualisation des acteurs et la massification de la rénovation pour les visions à long terme. Mutualisation, pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte qu'en associant autour de table les acteurs, on aboutissait à des projets qui sont plus ambitieux et bien plus efficaces sur le terrain. Et la vision à long terme, eh bien parce que la rénovation énergétique ne peut pas seulement se résumer à la rénovation, à l'aspect de travaux des bâtiments, mais doit être construit sur une vision à long terme avec une vision d'ensemble, une vision holistique de ce sujet qui peut se révéler plutôt complexe. Vous avez en bas à droite, déjà, je peux vous en parler, donc une vidéo de présentation du programme ACTE qu'on va pas passer ici, mais que je vous invite à aller voir. Je mettrai le lien après dans la description. Une vidéo de 3-4 minutes qui est très didactique, soit pour mieux comprendre le programme ACTE, soit pour le partager à un élu ou un directeur. Et vous avez sur cette diapositive, donc, comme je le disais, les différents axes philosophiques du programme. Sachant que c'est un programme de 100 millions d'euros, avec 90 millions d'euros des fonds qui sont directement distribués aux collectivités, que ce soit par le biais, vous le voyez sur les branches à droite, des différents appels à manifestation d'intérêt et appels à projets du programme ACTE, soit via des sous-programmes ou des programmes spécifiques, comme le programme dont on est en train de parler aujourd'hui, des conventions pensées. Alors, vous verrez qu'il y a beaucoup de noms d'arbres et de rapports aux arbres au niveau du programme ACTE. On a tout un axe philosophique là-dessus. Donc, on a 90% des fonds qui sont redistribués aux collectivités via ces branches, nos domaines d'intervention. Et vous voyez sur la gauche également une partie de formation qu'on donne aux collectivités et d'information, notamment au niveau tout en haut donc d'une bibliothèque de ressources que vous trouverez sur notre site internet. Vous trouverez des guides, des cahiers des charges, des fiches techniques et plein d'informations pour vous accompagner dans vos projets de rénovation énergétique. Et également une cellule de soutien téléphonique sur laquelle les experts téléchargés de mission du programme ACTE pourront répondre à vos questions, que ce soit d'un point de vue technique, juridique, économique ou une vision globale sur la rénovation énergétique. Vous trouverez le numéro sur notre site internet. Je pourrais également le mettre sur le chat. Si on passe sur la diapositive suivante, donc là, oui, vous avez une diapositive pour justement l'aspect mutualisation qui retrouve tout son sens dans ce projet de convention pensée que je vais vous présenter dans quelques instants. Pourquoi mutualiser? Puisque on s'est rendu compte, en fait,
un gros retour d'expérience de la part sur les collectivités, c'est que les différents acteurs n'ont pas forcément soit la connaissance, soit le temps, soit la taille, soit les ressources en interne pour pouvoir gérer ces projets de rénovation énergétique. Et d'expérience, en associant justement à la bonne échelle territoriale ces différents acteurs, on aboutit à des projets qui sont complets et qui sont à une vision sur le long terme, ce qui est capital pour la rénovation d'un parc de bâtiments. Au niveau de nos appels à projets, on finance en fait toutes les actions qui viennent justement en amont des travaux, dans le but d'initier vraiment les dynamiques sur l'échelle territoriale. On finance donc principalement 4 types de postes, 4 types d'axes. Donc on a en premier tout ce qui est ressources humaines, avec en particulier les postes d'économes de flux. On y reviendra après, mais ce sont des ingénieurs thermiques, économiques, juridiques, qui sont installés sur le territoire et qui sont là pour suivre du début à la fin les projets de rénovation énergétique. On a également sur cet axe ressources humaines des prestations d'AMO qui peuvent être financées par le programme ACTE. On a un deuxième axe également qui est important, qui est tout ce qui va être instrumentation et suivi des bâtiments. Donc on entend par là des outils matériels comme des caméras thermiques, comme des enregistreurs de température, des outils matériels de télégestion avec des compteurs connectés pour pouvoir avoir un visuel sur l'ensemble du parc de bâtiments, ou alors des outils immatériels. On entend par là des logiciels de suivi de consommation pour avoir justement cette vision en connexion avec les outils de télérelève qui sont intégrés au bâtiment, avoir une vision énergétique du parc de bâtiments. On a un troisième axe de financement donc sur les audits et les stratégies pluriannuelles d'investissement. On entend par là toutes sortes d'études, de l'audit énergétique classique, de la simulation thermique dynamique pour vraiment voir le comportement du bâtiment, des audits qui sont à l'échelle d'un parc de bâtiments avec des schémas directeurs immobiliers, des schémas directeurs de l'énergie, des plans pluriannuels d'investissement. Donc, on va retrouver sur cet axe toutes les études qui sont commandées justement pour mieux comprendre le parc de bâtiments et savoir d'où l'on vient et où est-ce qu'on veut aller. Et enfin, un quatrième axe qui est une participation au niveau de la maîtrise d'œuvre, pour justement encourager ce passage à l'acte, qui doit son jeu de mots au programme ACTE, sur le passage à l'acte sur le passage en phase travaux des bâtiments. On a parlé de l'économe de flux, c'est un poste qui est important puisque c'est à la fois le cerveau et à la fois la cheville ouvrière des projets. Donc, ils exercent pour le compte des collectivités qui ne sont pas couvertes par les CEP. Je parle d'une manière générale sur le territoire français, puisqu'on a les conseillers en énergie partagée de l'ADEME qui sont présents sur le territoire, en particulier sur les zones rurales, donc les communes de moins de 10 000 habitants. Et on a l'économe de flux qui viennent en complément de ces CEP déjà installés sur le territoire. Et qui apporte au niveau de conseil sur la rénovation énergétique, que ce soit le premier niveau de conseil avec du pré-diagnostic thermique des bâtiments, mais également de l'accompagnement pour la mise en place de plans financiers sur la rénovation énergétique, sur le suivi post-travaux, sur toutes les étapes de la rénovation énergétique, du début à la fin, si on peut dire qu'il y a une fin avec tout ce qui est suivi énergétique après les travaux, sur les territoires. Et on a également, donc, principalement, on a des profils ingénieurs ou techniciens, principalement thermiques, mais également avec des compétences en économique et en juridique pour justement avoir cette vision d'ensemble des projets de rénovation énergétique. Et enfin, donc, je peux vous parler d'un appel à projet qui est actuellement en cours sur l'ensemble du territoire français. Donc, l'appel à projet Charme, pour coordonner et hiérarchiser les actions de rénovation du médico-social Économisons l'énergie, qui est un appel à projet qui a pour objectif, justement, comme je l'ai expliqué jusqu'à maintenant, d'apporter un financement sur les coûts organisationnels liés aux actions d'efficacité énergétique pour les rénovations de bâtiments. On a une deuxième session de dépôt de dossier qui sera au mercredi 6 juillet 2021. Et donc là, on a vraiment un appel à projet où on reçoit des candidatures qui sont traitées par un jury et qui est ouvert à tout le territoire français. On va parler maintenant plus spécifiquement de ce qui est mis en place au niveau des régions Pays de la Loire et Nouvelle-Aquitaine, donc Pays de la Loire, qui sont des conventions spécifiques qu'on a appelées pensées pour Pays de la Loire et Nouvelle-Aquitaine, la santé, économie, énergie, qui sont des conventions à titre expérimental et qui visent vraiment de comprendre ce secteur de la santé, du médico-social et de mettre en place des dynamiques de rénovation énergétique sur ce parc de bâtiments. Ici, ce n'est pas un appel à projet, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de candidatures qui seront traitées par un jury. Il y a en effet une validation par un comité de pilotage, mais on est dans une phase de construction du projet directement avec les acteurs, donc l'ARS, la MAP, les groupements hospitaliers. Donc, on est vraiment sur la construction du projet, la compréhension, pour aboutir à ce projet qui va durer sur les années à venir et pour mettre en place vraiment cette dynamique sur le territoire.
On est sur la phase finale de la création de ces conventions, puisqu'on aura une signature courant fin mois avril, début mai. Donc, on est vraiment en train de terminer tous les points financiers, les points techniques pour aboutir à ce projet et démarrer cette phase-là. Nous verrons sur la diapositive suivante une présentation au niveau du schéma structurel qui est envisagé aujourd'hui au niveau des régions Pays de la Loire. Alors, vous pouvez voir tout en haut donc le parc de bâtiments qui est en fait l'objet, la finalité du projet, avec en bas les acteurs. Donc, on a la map pour tout ce qui va être coordination des différents acteurs et qui va faire le relais entre les bâtiments et l'organisation de cette dynamique de rénovation via notamment les fédérations. Et on a des ententes qui se font entre les différents groupements hospitaliers territoriaux et les syndicats d'énergie, qui sont des acteurs expérimentés aujourd'hui dans le domaine de l'énergie d'une façon générale, voire de la rénovation énergétique des bâtiments. Sur ce projet, on a des financements qui viennent du côté du programme ACTE avec la FNCCR et également des financements qui viennent de l'ARS principalement et de divers acteurs. Donc vous avez ici un schéma explicatif sur lequel on pourra revenir par la suite, mais pour montrer un petit peu la dynamique globale de ce projet. Sur la diapositive suivante, on a un visuel sur l'instrumentation en fait, sur le territoire des économes de flux. Donc, les économes de flux qui sont là pour accompagner les projets de rénovation énergétique, donc du début à la fin, du début avec le recensement des bâtiments, en passant par la phase groupement d'achat, maîtrise d'œuvre, suivi post-travaux, donc suivi énergétique, etc. Avec un économe de flux ou une économe de flux qui serait en poste sur les différents syndicats d'énergie, groupements hospitaliers, etc., pour gérer le périmètre de bâtiment dans chaque territoire, avec un poste d'économe de flux qui a plutôt un rôle de coordinateur, donc de vision d'ensemble sur le territoire, pour pouvoir relever toutes ces informations, les traiter et mettre sur le territoire en conséquence des stratégies qui sont adaptées aux besoins des bâtiments. On peut également parler du projet de convention pensée au niveau de Nouvelle-Aquitaine, puisqu'on a 2 régions qui sont portées volontaires justement pour ce projet expérimental, donc la région Pays de la Loire qui nous concerne aujourd'hui, mais également la région Nouvelle-Aquitaine, sur lequel on fait un travail similaire, mais qui a quelques différences, puisque chaque territoire a ses dynamiques spécifiques, puisqu'ici, en Nouvelle-Aquitaine, on a des ententes qui se font entre les différentes collectivités, notamment les agglomérations, et les centres hospitaliers, avec des principes qui sont assez similaires, donc des financements via le programme ACTE FNCCR et l'ARS, voire d'autres acteurs qui peuvent également apporter un financement et qui, pareil, a pour objectif de mettre en place des dynamiques de rénovation sur les parcs de bâtiments. Et enfin, sur la dernière diapositive que je vais vous présenter, on a le même schéma qu'il y a quelques instants, avec une instrumentation en fait, d'économes de flux qu'on va positionner sur le territoire à des endroits stratégiques pour faire justement ce travail de recensement et de suivi au niveau du périmètre de bâtiment, avec pareil un poste d'économe de flux coordinateur. Si je ne me trompe pas, j'ai donné beaucoup d'informations et je laisse la parole au prochain interlocuteur. Je reste disponible si vous avez des questions et je vais mettre les liens dont je vous ai parlé dans le chat. Merci beaucoup, Amaury de la FNCCR pour cette présentation appuyée sur aussi des schémas. On va revenir vraiment régulièrement sur ces schémas pour qu'ils puissent devenir le plus familier possible. Je vais laisser à présent la parole à Bernard Prudhomme-Lacroix de l'ARS Pays de la Loire pour cette présentation aussi du contexte du schéma régional de l'efficacité et transition énergétique. Oui, bonjour à tous, merci. Je reviens un petit peu sur l'origine de cette démarche, en fait. Et avant même, je dirais, les premiers contacts avec les FNCCR, on sait, vous le savez, vous êtes là pour ça, hein, il y a une montée en puissance de ces questions et de ces enjeux sur d'efficacité de transition énergétique depuis quelques années, ne serait-ce parce qu'il y a des obligations réglementaires. Alors, jusqu'à présent, elles s'imposaient beaucoup aux bâtiments neufs avec les réglementations à mettre en œuvre, mais le décret tertiaire va nécessairement vous amener, dès que vous ferez plus de 1000 mètres carrés, à devoir intégrer aussi des enjeux d'économie d'énergie. Donc voilà, on a ce contexte réglementaire qui est fort. Le contexte pratique aussi que vous vivez tous dans vos établissements, c'est que le coût de l'énergie est en croissance et que même si on fait des économies d'énergie, peut-être que la résultante, et ce serait déjà une bonne chose, serait de rester à un coût de dépense ISO plutôt que de subir l'augmentation du coût de l'énergie.
Après, on est dans un contexte d'incitation aussi qui est fort. Le contexte d'incitation, vous avez tous entendu parler du Ségur, de son plan de soutien à l'investissement, du plan de relance. On est dans un contexte où des financements nationaux vont venir soutenir les investissements. Le parti pris sur le secteur de la santé, c'est pas forcément comme on peut l'avoir dans le plan de relance, d'avoir un soutien spécifiquement ciblé sur le volet énergie, mais plutôt d'intégrer la question de l'énergie dans les soutiens à l'investissement qui vont être apportés aux projets d'investissement sur les territoires. On s'oriente vraiment sur cette logique-là au niveau du Ségur. À titre d'exemple, on vient de lancer la campagne du plan d'aide à l'investissement sur le secteur médico-social. Et très clairement, vous voyez que dans les objectifs et dans les attendus, il y a des questions de performance énergétique et que ce plan d'aide à l'investissement viendra soutenir les composantes de performance énergétique des projets. Ce sont des éléments forts. On retrouve la même chose au niveau sanitaire sur le Ségur. Le dernier élément, mais ça on l'a un petit peu évoqué hier pour ceux qui étaient là, c'est qu'on a un patrimoine immobilier du secteur santé médico-social qui est conséquent. Si vous vous souvenez des petits graphiques de Johan avec les 11,4 de mémoire kilomètres carrés de surface estimée pour le patrimoine immobilier, ça veut dire que la question de la performance énergétique, c'est une question pour chaque établissement, mais c'est aussi une question collective, y compris pour les acteurs qui traitent de ces questions-là, pas uniquement dans le champ du secteur santé. On a un intérêt collectif à mieux gérer la performance des établissements, ne serait-ce pour mieux maîtriser la facture globale et l'impact global de ces bâtiments sur les territoires. Alors, une fois qu'on a posé ces éléments de contexte, quel constat on peut faire? Alors, il est un peu caricatural quand je dis un monde de santé très peu armé sur ces questions. C'est pour préciser qu'en fait, déjà, un établissement, il a souvent beaucoup de questions à traiter derrière ces enjeux de sécurité, d'organisation fonctionnelle, de flux, de qualité de prise en charge. La question de l'énergie, on peut se le dire sans se flageller non plus. Ça n'a pas toujours été la première préoccupation d'un établissement. Et par ailleurs, et là, le petit schéma tout à l'heure de la FNCCR l'exprime très bien, je veux dire, pour traiter de ces questions-là, il y a besoin d'une ingénierie, d'une compétence que seuls nous, les gros établissements, peuvent se permettre d'avoir en interne. Et au contraire, secteur de la santé, on a des maîtrises d'ouvrage qui sont fragmentées. C'est-à-dire qu'on a quand même beaucoup d'établissements qui ne sont pas de grande taille, donc qui n'ont pas la capacité d'intégrer cette ingénierie qui est nécessaire. D'où l'intérêt de mutualisation qui a été présenté tout à l'heure. Et le dernier élément, je voyais que dans le chat, il y avait la question de est-ce qu'un établissement de santé est une collectivité locale? Non, un établissement de santé, c'est pas une collectivité locale en fait. Les collectivités locales, ce sont les communes, ce sont les EPCI, ce sont les départements, ce sont les régions qui se sont déjà engagés sur ces questions-là depuis quelques années et qui ont créé des syndicats mixtes. Sont des émanations des collectivités locales. Un syndicat mixte est constitué de collectivités locales pour traiter de ces questions-là de façon commune et collective. C'est ce qu'on constate. Vous avez eu les syndicats mixtes, c'est les fameux syndicats d'énergie dont vous avez eu une présentation hier. Donc, il y a cette structuration collective qui existe dans le monde de l'énergie, dans le monde des collectivités locales, mais qu'on n'a pas encore dans le secteur de la santé. Et ça, c'était vraiment un des enjeux qu'on a dans le secteur santé, qui a été pointé du doigt, y compris par la FNCCR. Je viens à la diapositive suivante. Merci. Alors, comment on a commencé à travailler sur l'énergie je refais un petit peu l'histoire après ces éléments de contexte dans les Pays de la Loire. D'une part, on a la chance, parce qu'on n'a pas beaucoup de régions qui ont un dispositif de ce type-là, d'avoir un accord cadre entre l'ADEME et l'ARS, avec un certain nombre de thématiques qu'on a plus ou moins travaillées, plus ou moins développées, mais on a une thématique maîtrise de l'énergie et développement des énergies renouvelables qui était posée. Et assez rapidement, dans cette convention,
on a trouvé, en discutant avec l'ADEME, qu'il y avait un dispositif qui était intéressant, qui s'appelait conseiller en énergie partagée. Conseiller en énergie partagée, c'est pas l'énergie qui est partagée, hein, c'est le conseiller qui est mutualisé. Normalement, c'est un dispositif pour les collectivités locales, justement. Hein. On met sur un territoire, souvent hébergé dans un EPCI ou un syndicat mixte, une compétence pour venir en appui à l'ensemble des communes sur leurs bâtiments. On a fait une transposition avec la santé, on s'est dit, bon, on va tenter le coup de mettre en place un tel conseiller en énergie partagée en Pays de la Loire. Ça, c'était il y a 3 ans qu'on avait cette discussion-là avec l'ADEME, sachant qu'on a parallèlement, et ça c'était présenté hier, hein, toute la prise en charge des questions de développement durable par la MAP, on a parallèlement un outil, la MAP, qui justement est en conseil en appui des établissements et qui pourrait être la structure d'hébergement de ce conseiller en énergie partagée. Donc une fois qu'on avait tous ces éléments-là, la possibilité d'avoir cette compétence-là cofinancée par l'ADEME, l'agence, d'avoir la structure de portage, la MAP, c'est allé relativement vite. En quelques mois, on a recruté Johan, hein, qui est avec nous, et on a pu mettre en place une première fonction de conseil. Alors conseil à la fois pour l'exploitation des bâtiments, hein, on est sur des questions de confort, de régulation, d'économie d'énergie, de sensibilisation lors des opérations d'investissement. Voilà, comment mieux intégrer ces questions-là quand on gère un investissement dans ces phases d'études, de programmation, gérer de la formation, faire de la mise en réseau, pardon, et quelque part mutualiser cette fonction de conseil. Sauf que, alors on parle d'un peu de 1200 établissements, je n'ai pas corrigé mon chiffre, 1200 établissements juridiques, mais en termes de sites, on est plus près des 1600. Voilà, 1200 établissements, 1600 sites. Évidemment, une personne en ETP, même si Johan est très performant, on voit très vite que, le dispositif fonctionne et qu'il y a une attente très forte des établissements. On n'a pas de souci pour trouver des établissements qui souhaitent se faire accompagner. Donc, l'intérêt de renforcer et déployer le dispositif est évident. Après, une seule personne, évidemment, ce n'est pas assez, surtout dans le contexte de plus en plus croissant où on a à la fois des contraintes réglementaires et des financements qui arrivent. Il y avait une opportunité à renforcer le dispositif. Et ça, assez vite, on s'est accordé avec la MAP sur le fait qu'il fallait travailler une feuille de route avec un dispositif élargi, renforcé sur les territoires. Après, voilà, la FNCCR vous a expliqué la MI-Charme, la Convention Pensée, ce souhait d'aller vers le secteur de la santé, qui évidemment est venu rencontrer notre souhait de renforcer le dispositif. Et là, les choses se sont faites assez naturellement, avec 2 régions pilotes identifiées par les FNCCR, parce qu'on avait en effet déjà un conseiller en énergie partagée santé, il n'y en a pas beaucoup en France, hein, donc évidemment on était un terreau d'expérimentation possible sur la base de cette première expérience. La FNCCR l'a dit, elle amène un financement sur 3 ans d'1 million d'euros au total, sur plusieurs niveaux d'intervention. Je ne vais pas revenir dessus. Nous, ce qui nous a semblé intéressant, c'est de construire ce dispositif-là et de construire toujours dans la philosophie qui est celle qui est la nôtre, qu'on partage évidemment avec la MAP, d'intervenir auprès de l'ensemble des établissements et d'avoir une offre un petit peu universelle de soutien sans distinguer sanitaire, médico-social, ni le statut, ce qui était plus complexe pour les FNCCR du fait même de l'équipe de financement qu'elle porte. Alors, la stratégie auquel on a pensé en Pays de la Loire, comment résoudre cette équation beaucoup de maîtrise d'ouvrage sur les territoires, une opportunité avec la convention pilote que nous propose la FNCCR. Nous, la grosse question, c'est qui va porter les économes de flux, en fin de compte, hein, parce que l'intérêt de le faire, pas de souci. On a la MAP qui a déjà un CEP, mais est-ce que c'est la MAP qui doit porter 6, 7 CEP sur le territoire tout en étant basé à Nantes? Notre conviction est qu'il faut être au plus près des établissements et de leurs problématiques et être sur le terrain, d'où l'idée de se dire il nous faut une structure de portage au niveau local. Et l'idée
que l'on a imaginé, hein, c'est de se dire, bon, au niveau local, en structuration des établissements, on n'a pas la structure idéale qui embrasse tout le secteur public, privé, sanitaire, médico-social, mais on a au moins des établissements qui ont une jeune ingénierie, qui sont les structures porteuses de GHT, qui pourraient être un point d'appui, à condition, en effet, qu'ils répondent de manière universelle, si j'ose dire, bon, qui répondent à l'ensemble des établissements, quels que soient les statuts et quel que soit leur secteur. Et puis, on a des syndicats d'énergie. Les syndicats d'énergie sont financés par des collectivités locales. Pour autant, ils ont un intérêt en tant qu'AODE à faire baisser la facture énergétique sur un territoire. Ils ont une connaissance, une ingénierie intégrée, un savoir-faire sur ces questions-là qui est évidente. D'où l'idée de se dire il faut construire des coopérations entre les GHT, proches des établissements de santé et médico-sociaux, et les syndicats d'énergie qui ont une capacité à apporter un soutien d'ingénierie. Et c'est ce qu'on a essayé de construire au travers du petit schéma, hein, qui a déjà été présenté. Hein, mais alors, bon, vous voyez les établissements en haut, nous, ce qui nous importe, c'est en effet tout ce qui est au milieu. C'est on a des GHT, on a des syndicats d'énergie. Essayons de construire des coopérations entre ces acteurs, le type de coopération classique qu'on voit émerger actuellement. Et je veux dire, ce qu'on avait imaginé en train de se mettre en œuvre, et moi je voudrais en profiter pour vraiment remercier les acteurs, qu'ils soient syndicats d'énergie ou GHT, je sais qu'il y en a un certain nombre là dans le chat, de s'être mobilisés dans ce calendrier court et de faire le pari de ce montage-là. On va avoir des économes de flux, la plupart du temps plutôt recrutés par les GHT, parfois hébergés par les GHT, souvent hébergés par le syndicat d'énergie parce qu'ils y retrouveront un environnement d'outillage, de formation, de compétences qui leur permettra de développer leur mission. On va construire ce réseau sur les territoires au service de l'ensemble des établissements, avec une coordination et une animation assurée par la MAP et des fonctions, je dirais, d'appui à l'ensemble du réseau assuré par la MAP, qui actuellement est notre cheville ouvrière pour le montage de tout ce dispositif. Et j'en profite aussi pour les remercier, puisque j'étais dans une séquence remerciements pour l'énergie qu'ils déploient et la conviction aussi pour la mise en place de ce réseau. Et il en faut. Voilà, les financements, on les a évoqués, 1 million à FNCCR, nous on apporte 1,5 million sur 3 ans au niveau de l'agence. En attendant que des financements nationaux arrivent, on a souhaité ne pas ralentir le train qui était lancé en garantissant, pourquoi on met des financements, pour compléter le périmètre déjà, pas que ça soit, le périmètre FNCCR, il est acteur public. Nous, on souhaite que tous les acteurs puissent bénéficier, donc on complète les champs de financement de la FNCCR sur le secteur privé non lucratif. Et puis, on fait en sorte que la charge salariale, le volet RH, économe de flux, n'ait pas de reste à charge. On considère qu'il faut que pour que le dispositif se mette en place, il n'y a pas de charge complémentaire pour les GHT. On ne voit pas comment des bénéficiaires, établissements pourraient venir financer un petit bout d'économe de flux. Ça nous paraît trop complexe administrativement. Les seuls restes à charge, ils seront sur des volets d'études ou d'outillage. Mais sur le volet RH, c'est du coup entièrement porté par le dispositif FNCCR Agence. Voilà, je m'arrête là sur la présentation. Je suis peut-être déjà un petit peu long. Et puis, n'hésitez pas à revenir avec des questions. Mais je pense que le schéma va être explicité par la suite, puisqu'on a déjà acheté des syndicats d'énergie autour de la table. Alors, merci beaucoup Bernard sur cette intervention. On va proposer quelques questions qui sont posées par le chat. Johan est en train de les lire. Là, oui, j'ai vu qu'il y avait 12 messages. 2 questions. Du centre hospitalier de Saint-Nazaire, est-ce que ces dispositifs présentés aujourd'hui pourront offrir un accompagnement pour le décret tertiaire car les délais sont courts? Autre question similaire que je pose dans la foulée de l'EPCM de la Sarthe, est-ce que ce dispositif peut nous aider dans l'application du décret tertiaire pour faire ces travaux? Est-ce possible de procéder par simple consultation des entreprises ou doit-on les formaliser par un marché public? Je ne sais pas si c'est moi qui réponds à toutes les questions. Oui, bien sûr, on met en place ce dispositif dans le contexte du décret tertiaire pour vous accompagner dans la mise en œuvre des dispositions du décret tertiaire. Bien sûr que c'est dans ce contexte-là. Et évidemment que cet appui est apporté. Mais plus largement, le but, c'est d'arriver, et ça, Amaury l'a précisé tout à l'heure, d'arriver à des mises en œuvre de travaux. Après, la question de l'EPSM de la Sarthe sur
Sur les travaux, à partir du moment où on est adjudicateur public, oui, il faut une commande publique, mais je pense qu'elle est peut-être derrière les questions d'études ou de commandes groupées d'études ou ce genre de choses. Là, ça mériterait d'être précisé quand même. C'est ça, peut-être que je peux compléter la réponse. Donc, évidemment, l'accompagnement du décret tertiaire se fait puisque tout ça découle en fait du décret tertiaire. Le but étant d'accompagner les collectivités, les différents acteurs sur ces obligations de réduction d'énergie. Au niveau de la question sur les commandes groupées, alors ça dépend. Nous, du retour d'expérience qu'on peut avoir à l'échelle nationale avec les différentes collectivités, on a certes, des fois, on travaille beaucoup avec des communes également. On a des communes qui préfèrent passer directement des marchés avec les entreprises en direct pour un certain nombre d'établissements. Des fois, on a des acteurs qui sont plus mutualisateurs et qui préfèrent passer par des commandes groupées. Toutes les solutions sont possibles et c'est difficile, n'ayant pas plus d'informations sur vraiment la situation, de donner un point de vue, chaque solution ayant ses avantages et ses inconvénients. Merci beaucoup Amaury et Bernard pour ces réponses qui se complètent. En effet, c'est tout l'enjeu de ce dispositif ETE, c'est de garantir non seulement la mise en œuvre du dispositif éco-énergie tertiaire sur lequel, encore une fois, nous reviendrons dès demain lors d'un webinaire dédié, et puis aussi d'apporter de la mutualisation. C'est le principe même du dispositif que vous connaissez aujourd'hui de conseiller en énergie partagée, c'est de la mutualisation de ressources. Là, on ne va pas être que sur la mutualisation de ressources humaines, il y a vraiment un souhait, une ambition de mutualiser aussi bien la partie outils, achats, d'énergie, de contrats de performance énergétique. Enfin bref, il y a beaucoup de choses qui sont non seulement à fomenter par la MAP, mais c'est surtout d'être consolidées par les approches aujourd'hui déjà territoriales existantes au sein des groupements hospitaliers de territoire et au sein des AODE, syndicats d'énergie, puisqu'on ne part pas d'une feuille blanche, il y a déjà des choses écrites. Et l'idée, c'est que les établissements bénéficiaires finaux puissent bénéficier déjà de ce qui existe sur les territoires, d'où ce mariage que vous avez à l'écran, mariage ou binôme de territoire entre les GHT et les syndicats d'énergie. Et on le rappelle, on le martèle au besoin, ce n'est pas parce que c'est un GHT qui est inscrit ici comme partenaire du syndicat d'énergie qu'il ne va travailler que sur les établissements publics de santé. Non, l'enjeu, c'est bien de travailler sur l'ensemble du périmètre, tout statut juridique confondu, des établissements sanitaires et médico-sociaux, publics, privés lucratifs et privés non lucratifs. À présent, nous allons continuer sur le déroulé pour une intervention de la MAP à deux voix avec Yoann Leloutre et Laurent Bizien. Donc, pour ma partie, je vais commencer sur la notion de glossaire. Alors, spécifiquement sur le glossaire de l'efficacité transition énergétique. Vous entendez parler de CEP, de conseiller en énergie partagée. Tantôt, vous entendez la notion d'économe de flux. Parfois, vous voyez à l'écran la notion de CME, conseiller en maîtrise de l'énergie. Il y a parfois de quoi s'y perdre, d'où l'importance du vocable pour qu'on puisse s'entendre en fait sur les éléments qui concernent ce dispositif d'efficacité et transition énergétique. Alors, le dispositif CEP, vous le connaissez aujourd'hui parce que c'est via l'ADEME, en l'occurrence en la personne de Yoann Leloutre, donc Bernard Prudhomme l'a bien indiqué, c'est une émanation de ce qui se fait déjà pour les collectivités avec à peu près 300 CEP en collectivité, mais une poignée de 5-6 sur les CEP en santé, dont Yoann fait partie. Et ce dispositif CEP va être transféré, en tout cas en région Pays-de-la-Loire, vers un nouveau dispositif qui va être cette fois-ci repris par la notion d'économe de flux, donc apporté par la FNCCR. À retenir sur cette slide, ce sont les éléments en bleu en gras, le conseiller en maîtrise de l'énergie, profil économe de flux, le CRET. Alors le CRET, c'est quoi? C'est coordinateur régional de l'efficacité et transition énergétique, et puis le dispositif en lui-même d'efficacité et transition énergétique, ETE, puisqu'on a aussi cette boîte mail ete@map-pdl.fr qui est aujourd'hui active pour répondre à toutes vos interrogations. Donc, le petit cochon, c'est pour dire que notre langue, elle fourche parfois encore de trop ou régulièrement. On parle de CEP ou d'économe de flux ou de CME. Enfin bref, l'idée, c'est de se comprendre lorsqu'on va parler ensemble du dispositif efficacité transition énergétique. Alors, ce schéma, plutôt que des mots du glossaire, peut-être un schéma explicatif d'à peu près la même chose, c'est l'évolution aussi des acteurs et de la sémantique. Par contre, le cap, il reste le même. Donc, de juin 2018 à mai 2021, vous avez sur la droite de votre écran l'ADEME, qui a été, avec l'ARS Pays-de-la-Loire, en 2018, précurseur, en tout cas sur la région Pays-de-la-Loire, avec la mise en œuvre de ce dispositif CEP en santé, donc conseiller en énergie partagée,
porté déjà à l'époque, en juin 2018, par la MAP, avec ce cofinancement 50-50 ADEME ARS Pays de la Loire, qui était une émanation de l'accord cadre ARS ADEME Pays de la Loire. Nous arrivons en juin 2021. Nous avons travaillé depuis à peu près un an avec la FNCCR sur ce projet de la convention Pensée, dont la traduction concrète est la convention qui est à signature prochaine. C'est la mise en place non seulement d'économes de flux, mais aussi des aides sur la partie outils, ce qu'a présenté Amaury et sur lequel on reviendra par la suite, avec toujours un portage MAP identifié comme cette cheville ouvrière au service des établissements, des fédérations, de l'Agence régionale de santé, de la FNCCR en l'occurrence, pour mettre en place ce dispositif ETE, cofinancement FNCCR et ARS, donc public et privé, et ça s'inscrit dans le programme ACTE. L'ensemble de ces acteurs, aujourd'hui en bleu, permettent de mettre en place ce dispositif d'efficacité et transition énergétique, ce dispositif régional, avec le portage donc sur la droite de votre écran par la MAP, en lien avec les territoires. On insiste, c'est vraiment grâce aux territoires, à ce qui existe déjà, aux porteurs de terrain, donc les groupements hospitaliers de territoire, les syndicats d'énergie, AODE, que nous allons pouvoir mettre en avant ce dispositif ETE avec deux types de personnes ressources, le coordinateur régional ETE, Crète, et les conseillers, conseillères en maîtrise de l'énergie dans chaque territoire. J'insiste volontairement sur cette terminologie pour que nous puissions avoir ce schéma cible à présent dans les semaines à venir que vous voyez à l'écran. Sur le schéma, ça, c'est le schéma d'aujourd'hui, sur la période juin 2018, mai 2021. Vous voyez, on est sur le dispositif cofinancé en haut à droite de votre écran de l'ADEME Pays de la Loire et de l'ARS Pays de la Loire. Vous voyez sur la gauche, en bas de votre écran, ce cofinancement, ADEME Pays de la Loire, de qui, au sein de la MAP, d'un conseil en énergie partagée, lequel va aider les 1633 bénéficiaires finaux qui apparaissent en haut de votre écran. Très bien. Ce CEP, Yoann Leloutre, aujourd'hui, il conseille, accompagne, outille, suit, optimise, anime, forme, sensibilise les bénéficiaires finaux, un ETP pour 1633 structures. Comment il choisit ces établissements? Les établissements, les bénéficiaires finaux, ont rempli un questionnaire, ont candidaté au dispositif de CEP maintenant depuis 3 ans. Et par rapport à ce nombre de projets déposés, le CEP, Yoann Leloutre, a pu accompagner les établissements, mais surtout pas seul, en collaborant, et c'est la flèche qui part de la MAP vers les syndicats d'énergie, mais également dans l'autre sens. Ce sont les syndicats d'énergie qui sont venus aussi toquer à la porte de la MAP pour monter des projets et des accompagnements sur la partie de diagnostic que vous retrouvez à droite de votre écran, sur les énergies renouvelables, les contrats d'énergie, l'achat groupé d'énergie, les études, les travaux. Et c'est ce package entre l'appui de la ressource humaine de CEP, santé, et les collaborateurs, syndicats d'énergie, Coter, Relais ENR des Pays de la Loire, que nous vous proposons depuis juin 2018 et jusqu'à mai 2021, ces actions de performance et de transition énergétique. Ça, c'est aujourd'hui. On est en avril 2021. Voilà le schéma nouveau. La transition est imminente. Elle apparaît à votre écran. Cette transition, elle est plus aboutie, plus complexe. On sait qu'on va passer d'un ETP à 7 ETP qui sont au centre de votre écran. Et je repars du financement qu'on a. Donc, c'est ni plus ni moins les schémas que vous aviez vus tout à l'heure, mais cette fois-ci adaptés à la région Pays de la Loire avec les acteurs. La MAP, elle va travailler avec des établissements de territoire et des AODE syndicats d'énergie. Les établissements de territoire, ce sont les 5 GHT, groupements hospitaliers de territoire de la Loire-Atlantique, du Maine-et-Loire, de la Mayenne, de la Sarthe et de la Vendée, avec des partenaires déjà identifiés par Yoann Leloutre depuis 3 ans maintenant, mais il y a une relation nouvelle à créer entre chaque territoire, au sein de chaque territoire, entre le groupement hospitalier de territoire et le syndicat d'énergie AODE présente. Exemple, sur le 44, il convient de créer la relation entre le GHT 44, établissement porteur CHU de Nantes, avec le syndicat d'énergie de Loire-Atlantique. Et c'est la même chose sur chacun des départements. Vous aurez le témoignage tout à l'heure de 2 départements, en l'occurrence le département de la Sarthe, 72, et le département de la Mayenne, numéro 53, qui vont vous illustrer en fait cette relation que vous avez à l'écran. La MAP, quel va être son rôle?
la MAP va garder un rôle d'animation et de coordination. C'est ni plus ni moins le travail que pouvait déjà faire Yoann Leloutre en tant qu'animateur, mais il ne pouvait pas accompagner spécifiquement chacun des départements. Donc là, on apporte de la ressource humaine sur le terrain, mais on n'apporte pas avec la FNCCR que de la ressource humaine et avec l'ARS. On apporte un dispositif d'outils, d'études techniques, de maîtrise d'œuvre. On s'entoure à nouveau des bureaux d'études qui nous sont nécessaires. Et vous avez cette organisation qui permet, pour les bénéficiaires finaux qui sont indiqués en haut de votre écran, les chiffres que vous voyez, c'est quand même, il y a 535 structures en établissement géographique sur le 44, 355 en Maine-et-Loire, 162 en Mayenne, etc. Donc, on a ces 1633 structures réparties de façon départementale avec un appui des économes de flux qui vont conseiller, accompagner, outiller, suivre et analyser. Le suivi va être hyper important, l'analyse des factures, l'aide à la rédaction des plans d'action, le déroulé des plans d'action, l'optimisation de tout ce qui peut l'être, aussi bien sur les usages que sur les contrats, l'aide au financement, l'animation, la sensibilisation. Bref, cette offre de service, on y reviendra vendredi prochain dans un webinaire dédié et très complet sur ce dispositif. Là, vous avez la présentation des acteurs, mais pour que ces acteurs puissent travailler ensemble, il faut le contractualiser d'une certaine façon, d'où cette convention de partenariat d'une part entre le GHT et donc le syndicat d'énergie présent du territoire, et puis l'organisation des 11 personnes, quelque part, qu'il y a derrière ces pictogrammes, 5 GHT, 5 syndicats d'énergie ODE, plus la MAP, nous arrivons à 11, nous allons être les 11 signataires de quoi? De la convention pensée qui va nous lier pendant 3 ans avec la FNCCR. La MAP, au-delà du financement dont elle va bénéficier avec la FNCCR et la RSP de la Loire, va régulièrement assurer un reporting de ses actions avec un rapport d'activité régulier envers les cofinanceurs. Alors, en termes de financement, les bénéficiaires finaux qui sont tout en haut de l'écran, il y a quand même un reste à charge. C'est ce qu'évoquait Bernard Prudhomme-Lacroix sur une grande partie, en l'occurrence les économes de flux, tous les postes, les 7 ETP d'économes de flux. Donc, il n'y a pas de reste à charge. Il y a un cofinancement à 100% entre la FNCCR et la RSP de la Loire, tout statut juridique confondu. Les restes à charge vont venir sur la partie outils, études techniques, mais avec des taux d'aide financière de 60-50%, donc un reste à charge pour les bénéficiaires. Mais ce reste à charge des bénéficiaires finaux, ils vont pouvoir aller chercher aussi des aides financières. On en parlera notamment lors du webinaire numéro 4, prévu jeudi. Un dispositif complet qu'on aura à cœur de vous expliquer au fur et à mesure. Les acteurs sont déjà pré-identifiés, à confirmer encore, mais sachez que si on l'illustre, au niveau de la région, la MAP va coordonner et animer le dispositif régional. Avec qui? Un coordinateur régional, vraisemblablement Yoann Leloutre et Laurent Bizien, en appui en tout cas de cette approche. Sur un territoire, nous avons donc 2 acteurs. Le GHT 44, représenté par son établissement support, le CHU Nantes, va collaborer avec le syndicat d'énergie Loire-Atlantique, notamment sur son rôle premier dans l'organisation ressources humaines du dispositif. Ça va donner quoi sur le 44? Le CHU de Nantes va employer le conseiller en maîtrise de l'énergie et le CIDELA va accueillir physiquement le conseiller en maîtrise de l'énergie. On n'est pas uniquement sur de l'emploi et de l'accueil. Vous voyez bien qu'il y a tout un dispositif derrière. Donc, vous retrouvez l'organisation à peu près cible sur chacun des territoires. Reste à confirmer, bien sûr, quels vont être les interlocuteurs. Quand on est sur le Maine-et-Loire, par exemple, on se dit qui va être mon interlocuteur au niveau GHT? Qui va être mon interlocuteur au niveau du syndicat d'énergie de Maine-et-Loire? On va vous préciser, on va confirmer vos interlocuteurs de demain avec les coordonnées pour que, peu importe où vous vous trouvez en Pays de la Loire, vous puissiez avoir une porte d'entrée à la fois territoriale et aussi régionale au besoin avec la MAP, en l'occurrence Yoann Leloutre. Les principaux piliers de fonctionnement du dispositif ETE, on a donc 2 profils de postes qui s'en dégagent, la fonction de coordination régionale à gauche de votre écran et la fonction de conseiller en maîtrise de l'énergie, le CM. Vous voyez listés, je vais rapidement les évoquer, mais on va être sur la montée en compétences, demain des nouveaux CME qui vont arriver sur les territoires, on les attend d'ici septembre. On va avoir de la formation, bien sûr, on continue sur la formation des établissements sanitaires et des établissements et services médico-sociaux, ES et ESMS, l'animation de la dynamique régionale, toujours en lien avec ce qui va se passer sur les territoires avec les conseillers en maîtrise de l'énergie. On parle de 2021-2023 sur cette convention.
Mais Bernard Prudhomme l'a rappelé, Amaury l'a évoqué ici, la trajectoire, elle ne s'arrête surtout pas à 2023. On prend les perspectives du décret tertiaire, 2030, 2040, 2050. La trajectoire doit se définir dans cette stratégie d'efficacité de transition énergétique, dont le rôle portera en partie sur la fonction de coordination régionale. On a évoqué la mutualisation, le besoin de rationaliser tout ce qui peut l'être. En tout cas, quand on est sur la performance énergétique, on pense aussi à la mutualisation en cas euro, de combien ça va vous économiser sur la facture énergétique de vos établissements respectifs. On est aussi sur la gestion administrative et financière de cette convention pensée, parce qu'on ne va pas être seul, MAP, on va travailler avec 10 membres de groupement, donc il va falloir coordonner cette action. Et puis, on va tout de suite réfléchir sur l'évolution, l'évaluation, pour arriver sur l'évaluation de l'action régionale avec un dispositif régulier de reporting, et puis travailler sur la perspective, et notamment avec des enjeux de communication qui sont forts pour vraiment s'assurer que le dispositif ETE ne soit plus méconnu par la suite par chacun des 1633 établissements. Sur la partie droite, sur le conseiller en maîtrise de l'énergie, je ne vais pas m'y attarder trop longtemps parce que Johan il va y revenir tout de suite après, mais on est sur un dispositif d'accompagnement. Grosso modo, ce que vous avez à l'écran, c'était aujourd'hui le profil de poste de Johan Leloutre, mais qui ne pouvait pas tout faire par rapport à ce qui est listé à l'écran. Et on va compartimenter, en l'occurrence avec la partie droite, le conseiller en maîtrise de l'énergie territoriale qui accompagnera sur le terrain les établissements sanitaires médico-sociaux, qui sera conseil auprès d'eux, qui assurera le suivi des consos énergétiques, la création d'indicateurs de performance, l'optimisation des contrats de financement, l'action de sensibilisation et qui animera aussi une partie du réseau qui sera en veille sur les dispositifs existants pour aider les établissements. On est sur le cas... Oui, Yohan ? Une petite question, Laurent, pour toi, pour être sûr, hein, je pense que tu l'as dit, mais ça peut être bien de le répéter, une question de l'EHPAD de la sagesse. Les GHT s'adressent uniquement aux ESMS publics. Sur votre schéma, ils sont intermédiaires systématiques. Comment les privés associatifs peuvent-ils accéder au nouveau dispositif? La réponse, là, comme on l'a dit, hein, c'est bien que ce dispositif ETE est ouvert à l'ensemble des statuts juridiques, aussi bien privés, associatifs que publics de la région Pays de Loire. Oui, alors la réponse est peut-être en deux temps. C'est vous assurer déjà que l'ensemble des établissements, tous statuts juridiques confondus, privés, lucratifs, non lucratifs et publics, font partie de la cible, donc des 1633 structures qui seront accompagnées par la MAP et les acteurs de territoire. La question est plus au niveau de chaque territoire. L'organisation, il y a plusieurs organisations possibles. En l'occurrence, je ne vais pas revenir dans le détail sur la genèse, mais il fallait un représentant des établissements sanitaires et médico-sociaux, tous statuts juridiques confondus, sur le territoire. Et comme Bernard Prudhomme a pu l'évoquer tout à l'heure, la notion de GHT est parue non seulement la plus probable, en tout cas, il y a une intention de la part des GHT de se positionner aussi sur cet engagement à travailler avec une sphère élargie et ne surtout pas rester sur la partie établissement public de santé, mais s'ouvrir à la fois au médico-social public, mais également aux sanitaires privés lucratifs, non lucratifs, médico-sociaux lucratifs et non lucratifs. Bref, tout le monde. Comment? Il y a une convention de partenariat en cours d'écriture dans chacun des territoires sur lequel la MAP est fortement impliquée pour s'assurer que dans le cadre de l'accompagnement de cette convention pensée et au long cours, le GHT, l'établissement support de GHT, travaille bien pour l'ensemble des établissements donc de son territoire, tous statuts juridiques confondus. Et en l'occurrence, on y veillera puisque nous avons deux cofinanceurs, l'ARS et la FNCCR. La FNCCR côté public, l'ARS également côté public, mais aussi sur la partie juridique. Nous avons une stricte représentation à conserver pour que chacun des secteurs, tous statuts juridiques confondus, soit couvert par ce dispositif. Réponse un peu longue, mais pour vous expliquer vraiment qu'on n'oublie personne, on ne laisse personne sur le quai de la gare. Sur le calendrier phasage, pour en terminer, avant de laisser la parole à Johan Leloutre, le calendrier, c'est en mai. Nous allons donc fin avril, début mai, signer la convention pensée par la MAP et les GHT AODE avec la FNCCR. Ça va permettre quoi? Ça va permettre le début d'éligibilité des dépenses donc au programme de la convention pensée. En juin 2021, l'important, c'est de se dire que la MAP va être en appui, mais surtout que les candidatures des établissements au dispositif OTE va pouvoir être opérationnel. Les établissements, les bénéficiaires finaux vont pouvoir candidater pour bénéficier de ce dispositif via un questionnaire et Johan y reviendra tout à l'heure. En septembre 2021, on aimerait bien, voire plutôt si c'est possible, que ces conseillers en maîtrise de l'énergie territoriaux soient déjà présents
pour qu'on puisse tout de suite enclencher quoi? Eh ben, engager l'accompagnement en octobre 2021 du cycle 1 des établissements sanitaires médico-sociaux qui auront candidaté et aussi ceux qui auront été ciblés comme prioritaires. On va être sur un engagement d'1 an, ça veut dire qu'on arrive sur octobre 2022, deuxième cycle d'accompagnement des établissements. Et puis, on arrive à septembre 2023 où on est sur la fin d'éligibilité des dépenses pour la convention Pensée. On arrivera sur le dernier trimestre 2023 sur un bilan de la convention et tout au long des réunions de pilotage, non seulement en région Pays de la Loire avec ses acteurs, GHT, AODE, mais également réunions interrégions avec la Nouvelle-Aquitaine. Un petit peu long, je laisse la parole à présent à Johan pour savoir comment candidater. Oui, bonjour, donc Yoann Leloup, donc je vais juste prendre la parole là 5 minutes avant de passer la parole aux deux retours d'expérience, aux deux binômes de territoire. Donc comment candidater et quels sont les engagements attendus? Donc dans un premier temps, vous aurez un questionnaire à remplir, enfin, je ne sais pas si le terme peut être conséquent, mais voilà, qui pose des questions sur différents thèmes de l'énergie. Où est-ce que vous en êtes? Où est-ce que vous allez? Est-ce que vous avez des projets d'investissement? Est-ce que vous avez déjà mis des actions en place? Enfin, voilà, il y aura un questionnaire obligatoire à remplir pour candidater au dispositif ETE. Même si vous avez candidaté au dispositif CEP, ce questionnaire sera notamment quand même à remplir. Voilà. Pour renouveler, entre guillemets, l'adhésion, la candidature. Ensuite, c'est une première phase, hein, les questionnaires, on verra déjà qui est intéressé. Et ensuite, il y aura une deuxième phase où là, c'est un envoi des factures énergétiques et d'eau des 3 ou 5 dernières années, factures énergétiques mensuelles en euros kilowattheure et l'eau en euros et mètres cubes. Il y aura aussi l'envoi de tous les documents techniques, plans, études, audits, contrats, et aussi une signature de la lettre d'engagement. Il y aura une lettre d'engagement qui engage l'établissement sur les points que je vais citer juste après. Voilà sur la partie candidature phase 1 et 2. Sur la partie engagement, donc la direction, donc l'établissement direction et maintenance devront être présents lors des phases majeures du dispositif. Visite de site, points d'avancement, autres réunions divers. L'établissement devra aussi en interne, avec l'aide du CME évidemment, mais l'établissement devra aussi faire vivre en interne une démarche d'efficacité énergétique. Ce sera lui, une fois de plus, hein, il sera accompagné par le CME, mais l'établissement devra aussi en interne mettre en place un suivi énergétique et faire évoluer certaines actions qui seront présentes dans le plan d'action. Et enfin, l'établissement devra aussi prendre connaissance de l'offre de services efficacité et transition énergétique qui sera présentée en journée 5 de cette semaine. Donc voilà, l'aspect candidature et l'aspect engagement. Concernant les fiches de poste, Laurent en a déjà un petit peu parlé. 2 fiches de poste vont arriver. Une fiche de poste liée au CME, donc au terrain, au territoire. Donc en gros, là, voilà, c'est accompagner les établissements à se mettre en ordre de marche pour atteindre les objectifs du dispositif éco-énergie tertiaire de la loi Elan, qu'on évoquera demain plus précisément en journée 3, et effectuer les missions définies et exprimées par les établissements sanitaires et médico-sociaux. Accompagner les projets d'investissement, mettre en place un dispositif énergétique sur l'existant, mettre en place un suivi des consommations énergétiques, dérives, indicateurs, optimisation des contrats, accompagner sur les financements et mise en relation avec les acteurs présentés hier lors de la journée 1. Voilà, donc on recherche des personnes plutôt de niveau Bac+3, Bac+5 dans les domaines de l'efficacité énergétique, thermique du bâtiment et maîtrise de l'énergie. C'est une sorte d'appel du pied. Concernant la fiche de poste crête animation, donc là, comme l'a dit Laurent, je vais passer très rapidement, mais voilà, c'est tout ce qui est l'aspect coordination, animation, promotion, formation et mutualisation des outils, aussi bien pour les futurs CME que pour les établissements. Donc là, c'est vraiment un rôle de coordination au sein de la MAP. Voilà, je ne m'attarde pas plus là-dessus, et voilà. Et là, c'est l'offre de service. Je ne m'attarde pas non plus dessus, car comme on le voit en haut à droite, elle sera détaillée en journée 5, mais on peut d'ores et déjà voir 4 sous-thèmes: RH et coordination, de la formation, de l'animation et de l'outillage. Merci Johan pour cette présentation. En effet, on va revenir vendredi sur ces éléments. On va laisser à présent la parole aux 2 territoires hein, qui ont bien voulu, et je vous en remercie encore, partager votre expérience. Donc, on va commencer par le département de la Sarthe avec Samuel Verfollet, donc du GHT 72, et puis Yannick Beaujard, CD 72, AT Sarthe. Vous me dites hein, pour le défilement des slides.
Oui, bonjour. Donc, en effet, on va d'abord commencer par une présentation du premier acteur qui est donc le groupement hospitalier de territoire de la Sarthe, qui est donc composé de 10 établissements qui totalisent environ 72 bâtiments, donc qui comprend des établissements publics de santé, comme on l'a pu d'ailleurs exposer hier quand on a expliqué de façon globale ce qu'étaient les GHT, et donc ça regroupe donc les établissements publics de santé, le centre hospitalier du Mans, le PSM de la Sarthe, le centre hospitalier de Saint-Calais, de Château-du-Loir, du Lude, du pôle santé Sarthe-et-Loire, le centre hospitalier de Ferté-Bernard et le PAGNS, donc le pôle hospitalier et gérontologique Nord-Sarthe, qui réunit les établissements de Beaumont-sur-Sarthe, Bonnet-Table et Sillel-Guillaume. Comme vous voyez sur la carte, le CH du Mans est l'établissement support pour le groupement hospitalier de territoire. Et donc, on est au niveau énergétique peu avancé d'un point de vue global, même si des études énergétiques ont été lancées au sein des établissements, de certains établissements. Pour autant, il n'y a pas une vision globale sur cette rénovation énergétique des bâtiments. Et donc, le décret tertiaire va nous obliger aussi à s'y intéresser. Donc, je laisse la parole à Madame Beaujard pour la présentation du département de la Sarthe. Merci. Bonjour à tous. Donc, effectivement, sur le département de la Sarthe, on a réfléchi à deux têtes sur ce programme. Donc, le département de la Sarthe est impliqué directement puisqu'il assure le suivi de 240 établissements SMS. Donc, 83. Oula, j'ai plus la diapo. Voilà. 83 EHPAD USLD, 51 structures, 30 services pour les personnes handicapées, 41 résidences autonomie et puis 35 établissements et services de l'enfance. Donc, on est effectivement également partie prenante sur ces ESMS. Et sur le domaine de la transition énergétique, on n'est pas non plus très avancé à ce niveau, même s'il y a des choses qui peuvent être faites sur des établissements, mais on n'est pas, il y a encore beaucoup de travail à faire. Donc, petite particularité qu'a le département de la Sarthe, on a beaucoup parlé des AODE hier et puis un peu aujourd'hui. Donc, le département de la Sarthe est également AODE, donc autorité organisatrice de la distribution de l'énergie pour l'ensemble du territoire sartois hors Le Mans. Ce qui fait qu'en Sarthe, nous n'avons pas de syndicat d'énergie, contrairement aux autres départements des Pays de la Loire. Donc on a un peu ce double rôle sur le département. Pour autant, le département donc est engagé dans la démarche de transition énergétique, se veut un acteur de proximité locale et on a déjà d'autres actions d'engagées depuis plusieurs années. Donc, comme il était présenté sur les programmes actés, donc on est déjà lauréat de 2 programmes actés, un programme acté Cèdre pour les collectivités, un programme Eucalyptus pour les collèges. Et puis, on porte également un contrat chaleur renouvelable en partenariat avec l'ADEME depuis 3 ans maintenant. Et ce contrat va être renouvelé pour les 3 années à venir. Donc, il nous permet également d'accompagner sur le changement de système de chauffage vers de l'énergie renouvelable. Voilà, donc on a toute une démarche et puis on travaille avec les territoires, les pays, les communautés de communes localement pour vraiment engager une dynamique à l'échelle départementale et on aura également au sein du département une cellule énergie qui va se mettre en place. Donc, dans le cadre de la convention Pensée qui a été présentée tout à l'heure, donc financée par la FNCCR et l'ARS, donc le centre hospitalier du Mans, établissement support du GHT, est porteur du projet selon l'organigramme que vous voyez là sur le côté. Donc, on a les 2 financeurs, on va dire la FNCCR et l'ARS Pays de la Loire, avec les 2 branches, la partie donc GHT et donc le CHM en tant qu'établissement support, et puis syndicat d'énergie d'un côté. Donc, les établissements sanitaires, le conseil départemental de la Sarthe, avec les différentes structures que l'on a identifiées, n'apparaît pas sur cet organigramme parce qu'on ne l'a pas encore rajouté, mais il y aura aussi les établissements privés à but lucratif ou non lucratif aussi, qui ont été intégrés dans notre proposition dans le cadre de la réponse à la convention Pensée, mais on y reviendra dans une autre diapositive. Donc ensuite, il y a les différentes actions sur lesquelles, les axes de travail auxquels nous avons répondu dans le cadre de la convention Pensée. Donc, je laisse le soin à Madame Beaujard d'exposer la première partie qui est l'étude énergétique.
Tout à fait. Donc, comme ça vous a été présenté, il y a 4 axes dans la convention pensée. Donc, un des axes, ce sont les études énergétiques. Donc, nous avons prévu de réaliser des études audits énergétiques avec une démarche commune de manière à avoir une cohérence entre nos différents établissements, avec un dossier qui devrait comprendre donc une étude énergétique pour faire un état des lieux du bâtiment, savoir où il en est sur ses consommations d'énergie, une identification des pistes d'amélioration pour savoir dans quel sens il faut aller, quels travaux il faut mettre en œuvre pour améliorer la performance énergétique du bâtiment qui sera étudié, et puis un programme d'action échelonné dans le temps avec une budgétisation de manière à ce que le maître d'ouvrage puisse atteindre les objectifs qui seront identifiés au préalable. Et donc, ensuite, on verra comment on peut moduler les objectifs en finalisation. Diapo suivante. Donc, sur la partie par rapport à cette mise en œuvre des études énergétiques, donc l'axe 1, on va dire, de travail de la convention pensée, pour l'établissement du GHT 72, donc nous, on a publié un accord cadre le 7 avril 2021 afin de désigner un bureau d'études qui nous accompagnera, donc qui accompagnera les établissements du GHT 72 pour la mise en œuvre de ce schéma directeur de rénovation énergétique. Donc, de façon globale, de juillet 2021 à septembre 2022, ce bureau d'études réalisera donc les études énergétiques qu'on a décrites tout à l'heure. Le choix aussi sur les années de référence, puisque pour septembre 2022, sachant que ça a été décalé en lien avec la crise sanitaire, on va devoir remettre sur la plateforme Opéra nos choix d'années de référence, et puis la définition aussi d'un plan d'action. Ensuite, d'octobre 2022 à septembre 2023, il y aura la rédaction des dossiers techniques pour avancer sur ce volet-là des décret tertiaire. Et puis, on déposera nos dossiers techniques et les consommations 2022 sur la plateforme Opéra en lien avec ce bureau d'études, et potentiellement aussi les modulations possibles, entre guillemets, les dérogations possibles, comme le permet d'ailleurs le décret tertiaire. Donc, c'est vraiment d'arriver à l'objectif septembre 2023 à avoir bordé notre schéma directeur énergétique pour les éditions du GHT. Donc, la démarche est un peu similaire pour les ESMS qui dépendent du département. Donc, l'idée est effectivement de réaliser des études énergétiques, hein, comme on l'a évoqué précédemment, étalées sur les différentes années, c'est-à-dire qu'on n'ira sans doute pas comme le GHT sur un seul marché global pour tous les établissements. La quantité fait que ça va être un petit peu compliqué. On s'est plutôt orienté sur l'idée de prioriser en fonction des besoins de la programmation prévisionnelle des investissements réalisés en interne. On va essayer de prioriser les établissements et de réaliser des études sur les 3 ans du 2021, 2022, 2023 de la convention pensée. Par contre, on sera là pour accompagner sur le choix du bureau d'études qui pourra être retenu par l'établissement, et donc apporter l'aide, reporter l'aide qui est prévue par la FNCCR et l'ARS. Voilà. Ensuite, voilà, ce sont des choses qui sont encore à caler, mais on va sur cette logique. Et donc, le troisième acteur présent, qui sont les établissements sanitaires à but lucratif et non lucratif. Donc, on les a aussi intégrés dans cette réponse à la convention pensée. Donc, avec aussi 2021, 2022, 2023, des études énergétiques, même chose, hein, sur ces différents bâtiments, différentes entités géographiques. L'idée est vraiment de pouvoir, comme l'a rappelé M. Prudhomme-Lacroix tout à l'heure, d'intégrer l'ensemble des acteurs de santé au sein du département. Donc, le CHM, établissement support du GHT, prendra contact prochainement avec ces établissements privés qui n'ont pas pour le moment répondu aux différents appels du pied qu'on a pu faire. Donc, il faut vraiment qu'on aille vers eux pour établir et mettre en œuvre la planification qu'on a proposée, supposée et présentée sur cette diapositive. Donc, ensuite, il y a l'axe suivant. Voilà, donc après, donc un autre axe des conventions actées,
c'est les postes d'économe de flux, hein, donc on l'appellera effectivement un peu comme on veut, mais voilà, économe de flux, on va rester sur ce terme. Donc l'idée est d'avoir un ETP, donc un poste d'économe de flux pour le département de la Sarthe, pour assurer le suivi de l'ensemble des établissements sanitaires et médico-sociaux. Donc l'ensemble des établissements du GHT, l'ensemble des établissements SMS qui dépendent du département et aussi également les établissements donc à but lucratif, privés à but lucratif que M. Virfollet évoquait juste à présent, juste avant, pardon. Donc le poste sera porté, comme ça a été présenté préalablement, par le centre hospitalier du Mans. Et il serait hébergé au niveau du département de la Sarthe, au niveau du conseil départemental, pardon, dans ses services pour mettre à disposition tout ce qui est nécessaire pour le fonctionnement d'un poste de ce type, donc véhicule, les outils de suivi, de mesure. Heu et puis du coup, il serait aussi intégré à l'équipe énergie que l'on met en place au sein du département. Bien sûr, il y aurait s'il y a des besoins de formation, ça se raisonnera à l'échelle régionale et on pourra le mettre en lien avec les formations qui sont proposées par l'ADEME ou des formations qui pourront être mises en place par la MAP à l'échelle régionale. Donc on espère sur l'échéance, on espère faire un recrutement début septembre, à l'automne, pour les 2 années qui suivent. Donc l'axe suivant, les 2 axes suivants concernent donc le premier, l'outil de suivi et consommation énergétique. Donc là, on s'est positionné pour mettre en place un suivi des consommations énergétiques afin de pouvoir bien intégrer la démarche. Cet outil donc devrait permettre d'exporter les données récoltées sur la plateforme Opera pour le travail des structures. Donc ça, c'est des choses qu'on va devoir définir et pour autant, je pense que les différents bureaux d'études qu'on pourra avoir consultés pourraient nous aider aussi à cette mise en place. Et enfin, sur le 4e axe, qui est l'axe plutôt maîtrise d'œuvre, on n'est pas parti à proposer quelque chose sur ce volet-là, puisque cela induit quand même de bien avancer sur la partie étude énergétique pour savoir vraiment quel plan d'action on met en place, donc quels travaux sont à réaliser. À ce stade, il est difficile de se positionner clairement de ce que pourrait coûter, ou du moins estimer de ce que pourrait coûter un maître d'œuvre pour le suivi des travaux. Donc, pour le moment, on n'est pas rentré dans cette démarche et donc on ne l'a pas développé. Ouais, pour finir, donc les indicateurs que l'on s'est donnés pour vérifier qu'on va atteindre les objectifs et qu'on avance correctement dans la mise en œuvre de notre convention. Donc c'est le nombre d'audits énergétiques qui seront réalisés et programmés, le nombre d'établissements qui vont être accompagnés par l'économe de flux et puis les projets qui seront engagés suite à son intervention. Les outils logiciels donc dont vient de parler Monsieur Virfollet qui seront achetés et prévus et puis, évidemment le nombre d'établissements qui utiliseront les logiciels de suivi de consommation sur leur bâtiment et sur leur site. Voilà Merci. pour la Sarthe. Merci beaucoup Yannick et Samuel pour cette présentation très, très éclairante déjà sur un dispositif départemental. Je vais laisser à présent l'expérience de la Mayenne avec Gustavo pour évoquer ce département, sachant qu'il y a des similarités, avant de conclure d'ici à peu près 15 minutes pour cette deuxième séquence et avant la conclusion d'avoir quelques éléments de questions-réponses. Ok, bonjour à tous, Gustavo Leite Pinto, chargé de mission maîtrise de l'énergie à territoire d'énergie Mayenne. Je m'excuse pour mes 2 collègues qui n'ont pas pu venir, question d'organisation. Je vais vous faire une présentation rapide. Juste, Gustavo, est-ce que tu peux parler plus fort, s'il te plaît, ou plus près du micro? Oui, pas de souci. Alors, déjà, territoire d'énergie Mayenne, donc nous sommes un syndicat mixte fermé, regroupant l'ensemble des communes du département de la Mayenne et des EPCI. On totalise 242 communes et 9 EPCI. Nous sommes l'interlocuteur commun pour le réseau gaz, électricité, éclairage public et tout projet relatif à la transition énergétique. Donc méthanisation, station bio-GNV, photovoltaïque, éolien. Voilà. Sous l'impulsion des différents appels à manifestations d'intérêt proposés par la FNCCR ainsi que le retour d'expérience des syndicats d'énergie du Pays de la Loire
conseil départemental de la Sarthe. Donc, nous avons décidé de développer cette nouvelle activité dédiée à la maîtrise de l'énergie. Nous avons déjà commencé avec un programme acté CEL pour le bâtiment public. Là, on élargit avec Pensée et bientôt les écoles et crèches. Donc, on peut passer cette diapo. Par rapport au groupe hospitalier territorial du 53, donc il regroupe 7 établissements qui sont le centre hospitalier de Laval et du Haut-Anjou, l'hôpital local d'Ernée et local d'Évron, le centre hospitalier Nord-Mayenne, et l'hôpital local Vilaine-la-Juelle et local sud-ouest mayennais. Aujourd'hui, le GHT a une mission, il a essentiellement une mission de coordination des soins médicaux au sein d'un territoire. Pour eux, c'est une nouveauté de s'inscrire dans ce programme car la structure technique travaux aujourd'hui est absente. Ceci dit, c'est une idée séduisante, ils sont très motivés et c'est devenu un objectif. Voilà. Par rapport au projet Pensée, alors je ne vais pas trop m'attarder sur certaines slides parce que les différents collègues interlocuteurs ont déjà très bien précisé. On base toutes nos actions sur la mutualisation et sur le long terme. Nous avons en Mayenne 162 établissements, donc 73 publics, 81 privés non lucratifs et 8 privés lucratifs. On va regarder comment on fait pour mettre ça en place sur le long terme, mais on sait déjà qu'il y aura une priorisation à faire, il y aura tout un organisme à mettre en place. Quoi qu'il arrive, donc là c'est le début, on va peaufiner ça, mais quoi qu'il arrive, le prochain économe de flux pourra compter sur le territoire d'énergie Mayenne, pourra compter sur le GHT et sur nos partenaires dans la Mayenne, conseil départemental Mayenne, les CEP et les services sur les EPCI qui malheureusement n'ont pas de CEP, et plus largement les autres partenaires comme Athlon-Blois, Athlon-Son, l'AFD-CUMA. Au niveau régional, on comptera sur les futurs économes de flux qui arriveront au niveau de l'entente. On comptera sur la MAP aussi pour la mutualisation. Nous avons un réseau aujourd'hui qui est très bon, très moteur. On s'entend très bien ensemble et l'arrivée de nouveaux interlocuteurs, forcément, ça nous fait plaisir. C'est comme ça qu'on va y arriver. Alors, on voulait, dans nos échanges avec la GHT, on voulait essayer de déterminer la valeur ajoutée concrètement d'un économe de flux pour un établissement aujourd'hui, pour une structure. Donc, il aura comme rôle de conseiller et d'accompagner les établissements dans une démarche de rénovation énergétique, de construction ou d'accompagnement. C'est-à-dire que si un bâtiment à créer, il pourra accompagner et donner son retour d'expérience, ses avis ou basé sur les autres interlocuteurs des conseils. Sur tout projet de rénovation, il va apporter toute son expertise et entre les deux, les établissements où il a besoin d'un peu d'accompagnement, pourquoi pas parler d'économie d'énergie, énergie renouvelable, des petits gestes au quotidien. On a voulu donner un exemple. C'est évolutif, c'est juste un premier jet, mais l'économe de flux, dans le cadre d'une rénovation, il pourrait aller rencontrer l'interlocuteur, comprendre l'environnement dans lequel les personnes évoluent, parce qu'on a beau connaître tout sur les bâtiments, eh bien, on n'a pas cette expérience du vécu, donc c'est très important d'être à l'écoute. Ensuite, il y a la visite de site, l'état des lieux, cerner les besoins et les objectifs, cibler les travaux peu coûteux et immédiatement efficaces, c'est vraiment le début pour aller ensuite vers la grande échelle. Et justement, projection des travaux sur le long terme en fonction des aides mobilisables et du budget qu'on peut allouer. Ensuite, il y a l'orientation du choix des matériaux, des équipements, des systèmes de chauffage. L'analyse des devis, c'est très important d'être un bouclier là-dessus. L'analyse de l'offre, entretien, maintenance. Et ensuite, sur le long terme, la sensibilisation des utilisateurs. Voilà. Dernière slide, juste par rapport à la décision qu'on a prise chez nous. Donc, l'économe de flux sera un salarié du GHT. Il sera dans les locaux de territoire d'énergie. Parce qu'aujourd'hui, nous avons déjà une relation un peu plus fluide avec nos différents interlocuteurs dans la Mayenne. Donc, on s'est dit que ça peut être très intéressant pour lui au début.
Qui fournit les équipements? Bien, c'est Territoire d'énergie Mayenne plus la convention pensée. Sa montée en compétence se fera avec Territoire d'énergie 53 et nos services, mais plus largement parce que chacun est spécialiste dans son domaine, la MAP, l'ADEME, la FNCCR. Et qui met à disposition les outils, ça sera le GHT et TE53. Nous nous entendons très bien et on y croit. Merci beaucoup, Gustavo, pour cette approche territoriale de la Mayenne. Vous l'aurez compris, hein, il y a 3 autres départements qui ont ce même travail d'écriture qui est fait ou en cours de finition pour apporter une réponse territoriale. Gustavo, tu as évoqué la notion d'échelle. En effet, hein, c'est vraiment l'image du programme acté. On commence par faire ce qui est possible de faire avec les usages, mais également on gravit progressivement les échelons. Merci de cette image. On a sur les 5 dernières minutes de ce webinaire un temps d'échange questions-réponses. Est-ce que, Yoann, tu peux nous faire le topo sur les questions en cours? Alors, concernant les questions en cours, il y a par quel biais les établissements seront informés de cet appel à candidature? Est-ce que tu peux apporter la réponse tout de suite, du coup? Je peux apporter la réponse dans la foulée, effectivement. Donc, il y aura un mailing généralisé qui sera fait au moment venu, suivant le planning qu'a présenté Laurent, le calendrier. Donc voilà, pour postuler, pour remplir le questionnaire et donc postuler, candidater pardon, au dispositif ETE. Ce qu'il faut savoir, hein, c'est que là, on a parlé des accompagnements par territoire, par binôme. Qui ont été actés, quantifiés, etc. Cela n'empêche pas d'être accompagné d'autres manières par la MAP et les CME départementaux. Hein. Il y a plein d'autres outils déjà mis en place qui peuvent déjà vous aider à mettre une démarche d'efficacité énergétique. Ça fait 3 ans que j'ai fait ça sur le terrain et on peut déjà faire beaucoup de choses. Donc voilà, il faut bien voir un peu, entre guillemets, il peut y avoir deux types d'accompagnement. Voilà, donc concernant les offres d'emploi, elles seront diffusées sur les canaux classiques, hein, donc n'hésitez pas, au moment venu, si vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un, effectivement, pour postuler à ces offres. Voilà, c'était la question, Laurent, sur les candidatures. D'accord. Autre question, Yoann? Avait une question un petit peu plus spécifique du CH de Saint-Nazaire, mais qui demandait en gros, le centre hospitalier de Saint-Nazaire est engagé avec UniHA par les outils de suivi de consommation énergétique avec le SEME V2. Une solution commune identique à tous sera-t-elle proposée, ce qui pourra faire doublon avec les outils déjà mis en place? Voilà. Alors, je veux bien répondre sur ce sujet, sachant qu'il faudra en plus se concerter avec l'approche du CIDELA et donc du GHT 44. Alors, on ne va pas renverser les organisations territoriales existantes. Hein. On va prendre attache de ce qui se fait déjà, justement, pour ne pas les bouleverser et aussi pour s'assurer d'intégrer tout le monde. Parce qu'on voit que, certes, ça répond à une autre interrogation, il y a beaucoup de présentations qui concernent le public, mais on est bien sur l'ensemble des établissements, tout statut juridique confondu, hein, je le martèle, public, privé lucratif et non lucratif, comme l'indiquait très justement Samuel Vierfollet, l'établissement support du GHT, en l'occurrence le CH du Mans pour le 72, s'est porté candidat pour travailler non seulement sur les établissements publics de santé, mais également élargir le spectre. Et l'écriture avec les établissements publics et privés lucratifs, non lucratifs, doit être définie pour aussi arriver non plus à un nombre d'établissements, mais arriver à des établissements nominatifs pour savoir qui va être accompagné tout au long de cette convention pensée 2021-2023. Donc, ne soyez pas inquiets, si ça peut vous rassurer, je l'espère, d'être oublié au passage. Il faudra de toute façon faire acte de candidature pour être dans la cible et dans le radar de la MAP et des territoires pour être accompagné. Concernant la question de Christophe Lestage sur la formation ADEME, montée en compétences, on sait qu'aujourd'hui, on est lié avec le dispositif en ADEME Pays de la Loire, hein, précisément en région Pays de la Loire, avec donc l'ADEME Pays de la Loire dans le cadre de l'accord cadre ARS ADEME. Nous cherchons à voir ce qu'il est possible d'avoir comme dispositif de formation dont aujourd'hui bénéficie Yoann Leloutre en tant que conseiller en énergie partagée, mais cette fois-ci pour demain le coordinateur régional de l'efficacité et transition énergétique, ainsi que les conseillers en maîtrise de l'énergie, sachant qu'il y a une offre de formation aussi qui est proposée par la FNCCR. Question de Vive3, quelle est la cible d'établissements accompagnés dans le cadre du dispositif ETE? Je pense y avoir répondu, en l'occurrence tous les établissements, tous statuts juridiques confondus, publics, privés lucratifs, non lucratifs, sanitaires, médico-sociaux de la région Pays de la Loire, établissement géographique de la région Pays de la Loire.
Et question de Eric Cartron de l'ADAPI de la Sarthe. Bonjour, les financements pourront-ils être utilisés sur des bâtiments en location? Alors, c'est une bonne question. Je présume que oui, puisque, encore une fois, il faut voir avec le bailleur. Est-ce que quelqu'un éventuellement pourrait compléter, peut-être Amaury, sur cette partie-là, ou Bernard Prudhomme? Alors, Amaury est parti, il avait une autre D'accord. réunion. Mais, Moi, je suis encore là, mais j'ai pas forcément la réponse comme ça a priori. Je pense que ça rejoint un peu la question qu'on avait sur le BEH aussi à Saint-Nazaire. Il y a des responsabilités qui relèvent du propriétaire et d'autres du locataire. Donc, je pense qu'il faudra bien faire la part des choses. En tout cas, il y a clairement, et on l'a vu dans le rôle de Johan ces dernières années, dans ses fonctions de conseil apportées, il y a des choses qui portent réellement sur l'exploitation du bâtiment, sur des questions de régulation qui peuvent permettre déjà de faire des économies. Et ça relève très, très clairement du locataire, alors que des travaux plus lourds sur la performance énergétique vont relever du propriétaire. Donc, je pense qu'après, ça va s'analyser au cas par cas. On n'a pas de réponse comme ça, a priori. Enfin, je ne sais pas, Johan, si vous avez... C'est ça. Et ça fait CF, une petite question qu'on aura demain. Le dispositif éco-énergie tertiaire concerne bien aussi bien les locataires que les propriétaires. Hein. Donc, tout bâtiment de plus de 1000 m², propriétaire ou locataire, sont assujettis au dispositif décret éco-énergie tertiaire qu'on verra demain matin. Très bien. Merci pour ces compléments de réponse. En effet, s'il y a d'autres interrogations, on les prendra au fur et à mesure. En tout cas, on y répondra par la suite. Il est 12h30 à présent. Il nous reste à vous remercier côté intervenante, intervenants, participantes, participants pour ce webinaire numéro 2. Nous en sommes à 2 sur 5. Demain, nous nous retrouvons pour le dispositif éco-énergie tertiaire, même heure, 11h, 12h30. Pour rester connecté, inscription en bas à droite à la newsletter de la MAP. Hein, c'est une démarche volontaire de votre part pour être informé de ce que nous faisons tant sur la partie efficacité de transition énergétique, mais aussi sur l'efficience développement durable et les autres actions de la mission. L'offre de service de la MAP en lien hypertexte, cliquez ici. Et enfin, le questionnaire de satisfaction. Si ce webinaire vous a plu, déplu, en tout cas, n'hésitez pas à le faire savoir via le questionnaire en cliquant ici, sachant que pour les personnes qui participent à l'ensemble des webinaires, vous pourrez remplir un seul et même questionnaire à l'issue lors de votre dernier webinaire. Il est 12h30. Merci beaucoup à toutes et tous. Merci Johan pour cette co-animation. Merci, à très bientôt. Je vous souhaite un bon appétit, une très belle fin de journée. Et puis on espère que ce webinaire vous a plu et que vous serez fidèles au rendez-vous pour demain 11h. À très bientôt. Merci, au revoir. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir à tous.